vais appeler François Bourse et Quentin Bizelli qui vont vous présenter les résultats d'une enquête à laquelle vous avez répondu, qui est une enquête qui permettait aux différentes personnes qui s'inscrivaient au Forum des Futurs de répondre à un certain nombre, de se prononcer sur un certain nombre d'hypothèses prospectives, notamment sur les sujets que nous avons déjà abordés, les questions environnementales, les questions géopolitiques, etc. Donc je les laisse présenter les résultats de cette enquête et après, nous irons déjeuner. Merci François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci surtout infiniment d'avoir pris tant de temps à répondre à cette vaste enquête. Quentin, tu nous diras combien nous avons eu de réponses. On a cherché à couvrir les deux thèmes, à la fois celui du rapport Futurib de 2020 qui portait sur les ruptures et qui nous anime encore aujourd'hui, mais aussi celui qui sortira dans quelques semaines sur les transformations anthropologiques. Donc vous avez répondu extrêmement nombreux à cette enquête. C'est un panel intéressant et vous avez pris du temps et donc ceci, on vous en remercie. Pour l'ensemble des participants, vous recevrez l'intégralité des résultats de cette enquête avec l'ensemble des commentaires. Pour des raisons pratiques, on va vous la présenter en deux temps. Un premier temps maintenant et puis juste après le repas. Et nous avons fait vraiment une sélection dans l'ensemble des messages de ceux qui nous apparaissaient les plus caractéristiques de vos réponses. Un point encore, on va parler d'hypothèses, on va parler de scénarios. Ce que vous nous renvoyez, c'est votre représentation de l'avenir. Ce sont des visions. Ce ne sont pas les réalités de demain. Et donc, les résultats de l'enquête disent autant de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, de la manière dont vous voyez l'avenir, évidemment, que des phénomènes qui sont analysés. Voilà, donc on a divisé l'enquête en quatre champs majeurs, donc qui couvrent, comme François l'a dit, les deux rapports Vigie 2020 et 2023. Donc, on va vous présenter ce matin les trois premiers champs, donc la géopolitique, la gouvernance et l'environnement, et on verra cet après-midi les questions traitant de société. On avait exactement même 15 questions avec pour chacune des hypothèses qui portaient soit à 2035, soit à 2050. Et donc, on vous demandait de vous prononcer sur celle qui vous paraissait, parmi les 3 ou 4 qui vous étaient proposées, la plus probable. Nous avons eu 204 participants. Si on peut changer la slide, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. On a eu 204 participants, donc en termes d'âge, principalement les tranches d'âge 30 et 50 ans et 51-70 ans qui ont été surreprésentés. Donc il faudra faire attention quant à l'interprétation des représentations à la fois des moins 30 ans et des plus de 70. En termes de répartition de genre, on est à peu près à 40% de femmes contre 60% d'hommes, donc une surreprésentation, mais néanmoins on est quand même relativement content parce que ça permet des comparaisons à peu près fiables. Et en termes d'organisation d'appartenance, donc à l'image du public, des organisations variées avec une légère surreprésentation des entreprises. Je commence par vous présenter quelques questions traitant du champ géopolitique et géoéconomie. Donc la première question, c'est l'évolution des menaces stratégiques à horizon 2035 pour l'Europe, dont nous avons déjà un petit peu traité juste avant. Donc une mauvaise nouvelle est que finalement, parmi les 4 hypothèses qu'on vous proposait, vous avez majoritairement choisi des hypothèses plutôt dystopiques, voire carrément dystopiques, qui sont représentées par ce magnifique camailleux à la fois un peu violet et un peu rouge. Donc, vous estimez que la diminution des menaces à cet horizon de temps est peu probable. Environ 15% d'entre vous l'estiment la plus probable. Vous estimez aussi que la guerre sous ses aspects classiques, et notamment la situation actuelle, n'est a priori pas appelée à se prolonger à cet horizon de temps. Ce qui ressort très fortement, c'est l'apparition de nouvelles menaces de 2 ordres. D'une part, des menaces un petit peu diffuses d'ordre informationnel, avec des diffusions de fake news, des mouvements populistes créant des tensions sociales assez fortes, donc quelque chose d'assez diffus. Et l'autre, c'est celle qui est sur la droite, la troisième hypothèse, celle d'une Europe forteresse, ce qu'on a appelé la weaponization of everything, pour reprendre un terme développé par le politologue Marc Galeotti.
qui suppose une succession de menaces hybrides allant du cyber aux sanctions économiques, etc. Là, la question suivante traitait de l'avenir de la Chine, si ça veut bien. Voilà. Les évolutions de la position internationale chinoise, toujours à horizon 2035. De la même manière, l'hypothèse la plus utopique, celle en vert, est assez peu privilégiée. Ce que vous avez surtout retenu, c'est une hypothèse un petit peu complexe qu'on a représentée en jaune, celle d'une Chine qui cherche à conforter son influence en utilisant un petit peu tous les moyens et en réactivant notamment son projet de route de la soie. Donc c'est un petit peu l'hypothèse qui était tendancielle, du moins avant la crise sanitaire, et donc qui use d'un petit peu tous les canaux d'influence sans rentrer dans une conflictualité ouverte, notamment vis-à-vis des États-Unis. Deux hypothèses négatives, du moins dystopiques, en rouge, qui ont pour trait commun l'importance de difficultés internes à la Chine, avec deux positions différentes. Sur la première hypothèse, des difficultés qui braquent un petit peu les positions côté chinois et donc qui rendent les hypothèses de guerre beaucoup plus probables, et l'autre qui est un lent effritement et effacement de la position et de l'influence chinoise, hypothèse qui est certes peu probable à horizon 2035, mais d'après les commentaires que vous nous avez fait remonter, serait plus probable à un horizon plus éloigné. Je laisse François enchaîner sur la question suivante. Question suivante, quelle évolution des équilibres géopolitiques à l'horizon 2035 ? Alors c'est une forme de question de synthèse par rapport à un ensemble de questions. Nous n'en a présenté que quelques-unes en préparation, et nous avions soumis 4 hypothèses à l'ensemble des participants. La première, qui a été évoquée à l'instant dans le cadre de la table ronde, qu'on appelle bloc à bloc et freerider, en gros c'est la structuration progressive d'un espace d'alliance d'un côté autour des États-Unis, de l'autre autour de la Chine et d'un certain nombre d'autres pays de l'ensemble asiatique ou de pays du Sud, et puis quelques freeriders, quelques acteurs qui jouent effectivement de cette opposition qui se structure progressivement. Dans cette opposition, elle est à la fois militaire, économique, de standards, et la question évidemment c'est qu'elle se structure évidemment de plus en plus. C'est ce que vous voyez en rouge vif. La deuxième hypothèse, c'est celle d'une difficulté croissante des pays, y compris des grandes puissances, à affronter à la fois des crises économiques, écologiques, voire politiques et démocratiques en leur sein, qui conduit plutôt à une situation de repli. On voit tout de suite que vous n'y croyez pas ou peu, c'est-à-dire cette situation où les pays se rétrécissent effectivement sur leurs problématiques intérieures. La troisième hypothèse, c'est celle de l'émergence de nouveaux leaders en tant que pays, nouveaux leaders en tant qu'acteurs. Bon, vous n'y croyez pas beaucoup non plus à cet horizon. Et la dernière, qui est effectivement la trajectoire de coopération, celle qui, d'une certaine manière, a prévalu avec les institutions de Genève et les dispositifs de régulation avec les COP jusqu'à présent, avec des effets positifs ou négatifs, ça, on n'en juge pas. Multilatéralisme à géométrie variable, hypothèse dans laquelle nous avons ajouté un rôle montant, progressivement croissant, à la fois des ONG, des entreprises, dans des logiques de réseau, voire des métropoles. C'est-à-dire que cette situation de multilatéralisation ne se produit pas uniquement entre États, elle est accompagnée, comme on l'a vu dans un certain nombre d'opérations, par d'autres acteurs. Ce que vous voyez, c'est que là, nous avons une forme de polarisation assez nette, avec un schéma qui est plutôt un schéma d'opposition, de bloc à bloc, entre ces mondes qui viennent progressivement s'opposer, et un schéma beaucoup plus coopératif. Vous vous doutez bien que s'il y a une petite barre et un grand trou au-dessus, c'est qu'on a quelque chose de plus à vous dire. C'est que cette représentation synthétique est en fait le fruit de positions extrêmement différentes, très différentes. Hop, voilà, en fonction des catégories d'âge. Alors ça, c'est la première surprise de l'enquête. Elle va nous animer pratiquement tout au long de cette restitution. Autant de manière épisodique, il y a des différences entre les hommes et les femmes
il n'y a pratiquement aucune différence en fonction des groupes d'appartenance, que ce soit entreprises, associations, etc. Le marqueur, c'est un marqueur d'âge et de génération sur de nombreux items, à peu près un tiers des items, hein, je crois, Quentin, où le marqueur d'âge est très présent. Et ça va nous interpeller et ça va intéresser notamment la table ronde de cet après-midi sur les relations au temps et à la jeunesse qui nous occupe. Alors effectivement, cette résultante de conflit apparent entre ces deux positions, en fait, elle doit être analysée de manière un peu plus complexe. Les jeunes ont une vision beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus pessimiste de l'avenir, peut-être plus avancée hein, pour certains d'entre eux. Les plus anciens ont une vision beaucoup plus optimiste des capacités de rebond. Et cet élément-là, je ne vais pas l'analyser plus avant ici, mais on va le retrouver de manière assez régulière dans l'ensemble de l'enquête. Et puis, dans les catégories d'âge intermédiaires, on est effectivement dans des schémas intermédiaires. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est cette qualité de la diagonale qu'un statisticien aurait pu rêver en matière d'analyse. On verra notamment que c'est chez les proportions et les populations de moins de 30 ans où on a des vrais positionnements différents. On peut s'interroger sur leur représentativité. On a 200 réponses, ils représentent à peu près 17% des votes. À partir d'un certain moment, ça joue. Sur cet ensemble de questions relatives aux évolutions géopolitiques, vous avez vu qu'il y avait des codes couleurs dans les réponses. En gros, on a construit l'enquête pour permettre de qualifier ce qui était plutôt utopique, ce qui était plutôt dystopique ou ce qui était plutôt dans la complexité, dans des positions Janus, à la fois favorables et défavorables en fonction des acteurs. Et donc, sans le savoir pour tous ceux qui ont participé, en fait, vous avez à la fois répondu à l'enquête à travers chacune des questions, mais vous avez donné une information sur votre vision de l'avenir. Et puis, on a ajouté un autre élément par rapport à cette grille de lecture, qui est la logique qui est à l'œuvre. On voit bien, quand on parle de conflit militaire, on est dans une logique de rapport de force et d'opposition. Dans d'autres volets, on verra ça notamment sur les aspects environnementaux, lorsqu'il s'agit pour les individus de s'acculturer, de transformer effectivement leur comportement progressivement, on est plutôt dans des logiques individuelles. Et donc on a identifié 6 logiques à l'œuvre, pour chacune des hypothèses auxquelles vous avez répondu. Une logique plutôt où ce sont les individus qui jouent un rôle moteur. Une logique où c'est un schéma de négociation, de compromis, de bargaining qui l'emporte. Une logique où ce sont des régulations à grande échelle. Alors, régulation à grande échelle, ça peut être un nouveau droit d'accès au vivant, ça peut être une taxe CO2, enfin, quelque chose qui va s'imposer à l'ensemble des acteurs publics, privés, entreprises et individus, la logique des rapports de force, une logique du laisser-faire, en gros l'hypothèse correspond à une sorte d'abandonnisme général, et puis une logique où ce sont les technologies qui sont les principaux drivers. Ça, c'est pour vous présenter ces grilles qu'on va voir pour l'ensemble de la présentation qui nous intéresse, pas simplement sur le volet géopolitique. Sur le volet géopolitique, cette analyse nous conduit, vous avez vu les positions entre utopie, dystopie et complexe. Bon, là, on est plutôt dans un schéma dystopique. La nature des questions, je dirais, s'y prêtait assez aisément. Pour anticiper une de vos questions potentielles, il faut savoir que nous avons veillé à ce qu'il y ait un équilibre, évidemment, pour l'ensemble du questionnaire par rapport à ces dimensions utopiques, dystopiques et complexes. Même chose pour les 6 logiques, de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais trop important. Et puis, pour la prise en compte, effectivement, des logiques, vous avez 3 visions de l'avenir, positives, négatives ou complexes. 6 logiques, 3 x 6 donne 18 combinaisons possibles. Ces 18 combinaisons possibles, c'est en quelque sorte 18 visions de l'avenir qui vont structurer vos positionnements. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous ont souhaité recevoir l'analyse de leur propre vision de l'avenir et la manière dont ils se positionnent à travers l'enquête. Je crois que c'est à peu près un tiers des participants. Donc vous le recevrez après l'exploitation finale. Sur cette question géopolitique, je ne vais pas aller plus loin, les choses sont assez nettes, vous les voyez. Il y a un schéma qui est celui de l'émergence d'une guerre des mondes, d'une guerre des sociétés, des civilisations, qui est très fortement présent dans une grande partie des répondants. Juste après, on a celui de la réelle politique malgré tout. Et puis, quand même, mais on verra qu'il se positionne de manière différente en fonction des groupes, un schéma One World. Vous pensez à la chanson de Bob Marley, c'est-à-dire, effectivement, on est dans un schéma constructif extrêmement positif de régulation et de coopération généralisée. Donc, en gros, ce sont les 3 scénarios qui se dégagent, aussi les 3 visions du monde qui se structurent.
J'enchaîne sur le champ de la gouvernance, où on a retenu deux questions. La première, comment évolueront le rapport des sociétés occidentales au savoir et aux institutions qui les portent. Alors, de manière globale, quand on s'intéresse à la barre globale, c'est la question sur laquelle les réponses sont le plus dystopiques. Très clairement, on est à plus de 70%, 70% de répondants qui ont voté pour des hypothèses dystopiques. Donc c'est vraiment flagrant. Et il y a, c'est ce qu'on vous présente, un léger biais d'âge. Les deux hypothèses dystopiques, d'une part, une avec une connotation assez technologique, qui est celle de l'hyper-industrie du savoir, avec notamment les GAFAM qui jouent un rôle de premier ordre, mais aussi des grands fonds d'investissement, etc., où on remarque que ce sont les jeunes y croient un petit peu plus que les moins jeunes. La deuxième hypothèse dystopique, dont la H3, c'est celle d'une guerre d'essence dans un monde fragmenté où il n'y a plus une vérité qui prévaut, où il y a au contraire des communautés, des bulles d'information extrêmement fortes et extrêmement clivées. Face à ce paysage peut-être un petit peu désolant, il y a quand même quelques hypothèses qui certes sont moins privilégiées. D'une part, celle d'une grande régulation publique, notamment une régulation de ces GAFAM pour pouvoir garantir un libre accès à tous, à la connaissance et une circulation du savoir qui se fasse dans de bonnes conditions. Et on avait une dernière hypothèse qui est sûrement la plus utopique, qui est celle d'une régénération du champ et de la gestion avec l'avènement d'une société apprenante où le savoir serait considéré comme un bien commun avec les institutions qui les portent. Alors non seulement c'est l'hypothèse qui a été la moins votée, mais en plus, quand on regarde, c'est uniquement sur cette question qu'il y a une différence entre le type d'organisation, puisque c'est uniquement des profils enseignants et universitaires qui portent cette dernière hypothèse de la société apprenante. Vous en conclurez ce que vous voudrez. Oui, c'est leur hypothèse dominante pour eux. La question suivante est celle de l'avenir des sociétés, qui est certes liée un petit peu à cette question de la gestion des savoirs. Là, globalement, les choses sont un petit peu plus équilibrées. Par contre, le gradient d'âge est vraiment extrêmement marqué. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des hypothèses, mais ce qui est extrêmement marquant, c'est que autant les personnes plus âgées craignent pour les démocraties, pensent que c'est une partie d'entre elles, donc c'est la première hypothèse, pensent que celles-ci vont devenir de plus en plus difficiles à gouverner, mais ne pensent pas pour autant que les démocraties vont s'effondrer, laisser place à d'autres régimes, ce qui est le cas des plus jeunes, où plus de 50% des répondants de moins de 30 ans craignent des régimes autoritaires de plus en plus nombreux. Globalement, en synthèse sur ce champ de la gouvernance, on a, je vous spoil un petit peu tandis que la slide arrive, un petit peu les mêmes choses que pour la géopolitique, avec un gradient encore plus marqué d'opposition entre la guerre des mondes, donc des rapports de force vus de manière extrêmement dystopique, et au contraire des visions utopiques qui sont vues ici quasiment uniquement à travers le prisme des grandes régulations publiques. Oui, il y a une véritable interrogation sur le rapport des jeunes et des anciens à la démocratie et au savoir et à la vérité qui mérite d'être vraiment approfondie. Je pense qu'il y a des tables rondes cet après-midi. Je sais qu'il reste 3 minutes pour présenter le sujet environnement, donc on va effectivement y aller assez rapidement. Bon, d'autant plus qu'il a été largement évoqué ce matin. Nous avions un nombre de questions assez importantes. Je vais juste restituer 2 questions et on verra après pour les synthèses. Vous vous souvenez, ce matin, l'une de nos intervenants a indiqué le fait qu'il fallait passer à l'action de tous progressivement par la prise en compte effectivement de comportements favorables de chacun au regard des grandes transformations. C'est en gros ce qui est ici représenté par l'hypothèse 1.
à la recherche de la sobriété heureuse, c'est-à-dire la conduite collective de comportements favorables, positifs, qui permettent de développer une résilience face aux grands changements. Ce qu'il apparaît de manière très dominante dans vos réponses, c'est que la sobriété, certes, on y va, mais on y va soit sous l'angle de la contrainte économique, de l'absence de ressources, de la pénurie de l'accès sur un certain nombre d'éléments, l'énergie, l'eau, l'alimentation demain, une vision extrêmement sombre que vous mettez en avant, soit on y va parce que la sobriété va être pilotée, encadrée, notamment avec des dispositifs centraux, alors nationaux ou internationaux, taxes de CO2, quotas de mobilité, etc., etc. Bref, cet encadrement qui ressort nettement de vos réponses est quand même un des points très significatifs pour la construction de cette sobriété. Et le paradoxe, c'est que l'idée d'une sobriété heureuse que l'on pourrait construire ensemble, eh bien, elle est encore moins présente chez les jeunes que chez les anciens. Donc on va retrouver également cette classification assez majeure. Un sujet pour se réjouir: comment auront évolué les modèles économiques des entreprises face aux changements globaux et environnementaux? Alors, un sujet pour se réjouir parce que une majorité d'entre vous, une petite majorité d'entre vous, considère effectivement, la position verte, que les modèles économiques des entreprises vont se transformer pour aller vers l'économie circulaire, pour aller vers l'économie de fonctionnalité, pour aller vers l'éco-conception, pour aller bien au-delà des dispositifs de RSE et effectivement accompagner réellement les transformations de la société. Donc, on voit également le biais de l'âge qui joue majoritairement. Plus on est âgé, plus on considère qu'effectivement les entreprises vont contribuer, modifier leur modèle économique. Plus on est jeune, moins on y croit. Sachant qu'il faut bien avoir en tête que pour l'ensemble des répondants, un tiers d'entre eux considèrent que globalement, les modèles économiques majeurs, c'est-à-dire celui du système capitaliste que l'on connaît et qui a produit des résultats assez intéressants sur bon nombre d'éléments, resteront inchangés. La partie intermédiaire, c'est celle de la RSE et, je dirais, de la finance verte, qui est une situation de mitigation effectivement des approches. À retenir encore cette représentation très différente entre les jeunes et les vieux. Pour terminer sur ce volet environnement et ressources, il y avait bien d'autres questions qui étaient évoquées, notamment celle de l'accès aux ressources, de la réglementation du vivant qui fera l'objet d'une table ronde cet après-midi. Pour la synthèse globale environnement et ressources, vous voyez que les choses sont assez équilibrées entre les positions, je dirais, utopiques, dystopiques et puis complexes. Là, on a des figures de l'avenir qui se dessinent, qui sont quand même très contrastées. La figure dominante, ça reste malgré tout, et notamment par l'expression des plus anciens, une vision de régulation et de participation et de coopération dans les réponses aux évolutions des problématiques environnementales majeures. Juste après, c'est le fatalisme. En gros, c'est foutu. Et le c'est foutu, les moins de 30 ans, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est très net. Et juste après, on a les transitions régulées. Alors, on a utilisé encore le terme de transition, on va dire les transformations régulées, hein, depuis ce matin. Et puis, la guerre des mondes où les uns et les autres s'opposeraient. Voilà les premiers éléments de l'enquête. Il y a beaucoup de commentaires, vous avez donné beaucoup d'éléments complémentaires, il y a beaucoup d'autres questions qui ont été évoquées. On se revoit juste après le repas pour la deuxième partie qui porte sur les transformations anthropologiques, où il y a un certain nombre de surprises à partager. Et maintenant, je laisse la parole à François, peut-être, pour l'organisation technique. Moi, je trouve que la tranche 30-50 ans, elle est bien. Hein. Elle est bien, hein. Bon, donc, on fait une pause déjeuner, si vous voulez bien. Donc, pour ceux qui sont inscrits au déjeuner, vous allez, je ne sais pas quoi faire, suivre l'équipe Futurible. Et c'est ça, hein, ce qu'il faut dire. Et ensuite, et pour les autres, de toute façon, on se retrouve ici à 14h15. Donc, 14h15, on commencera par la présentation de l'enquête sur la deuxième partie anthropologique. Et puis ensuite, on aura une table ronde technologie et ensuite toute une session sur les transformations anthropologiques, justement.